Et on va demander maintenant à Jacques si, avec le stent HT Suprême, on peut réduire encore la durée de la bithérapie antiagrégante. Merci Hakim. Donc effectivement, je vais vous parler d'un stent qui est un petit peu confidentiel à l'heure actuelle. Voilà, mais conflit d'intérêt. Alors la plateforme, elle n'a rien d'original. C'est une plateforme chrome cobalt 80 microns avec du sirolimus et une couche polymérique qui est biodégradable. Mais cette couche polymérique, c'est elle qui est l'œuvre vraiment de l'originalité de ce nouveau device, avec un coating qui a une innovation française, pour une fois qu'on peut faire cocorico. C'est une innovation grenobloise et qui tire à modifier un petit peu la structure du polymère. Il va y avoir deux couches de polymère. Et ce, grâce à un électrogreffage. L'électrogreffage, je ne vais pas rentrer dans l'aspect technique parce que je n'en ai pas les compétences, mais on va appliquer un courant électrique qui va créer une espèce de brosse qui va se fixer sur le chrome cobalt et qui va faire l'office d'un velcro qui va nous permettre de crimper dessus le polymère qui est biodégradable, sur lequel il y aura la molécule de sirolimus. Et l'énorme avantage, c'est qu'effectivement, on va avoir un relargage du sirolimus excessivement précoce. Et c'est ça qui est important, parce que ce que l'on veut, c'est inhiber la prolifération cellulaire, celle qui fait que le patient va resténoser. Et donc on va l'éliminer de façon très précoce parce que c'est à l'heure actuelle la plateforme qui permet d'avoir ce relargage le plus précoce. Et d'autre part, on va aussi limiter ce relargage du sirolimus parce que cette drogue de sirolimus, elle est aussi toxique à un moment donné, parce qu'elle va empêcher la prolifération des cellules endothéliales. Ces cellules endothéliales, c'est elles qui vont faire la cicatrisation de l'artère. Donc on va avoir un effet bénéfique qui est double, avec un polymère qui ensuite va se résorber très rapidement, en moins de 30 jours. Voilà ce qu'on retrouve effectivement sur cette cinétique, et qui est un élément particulièrement innovant, et ce qui va nous permettre d'envisager une réduction de la bithérapie chez ces patients. Comme l'a dit Clément, ça fait partie des alternatives. Moins longtemps on va garder notre bithérapie et mieux les patients se porteront avec moins d'effets secondaires hémorragiques. Alors, est-ce qu'on a des preuves scientifiques? Elles sont en cours d'arriver. On en a déjà pas mal avec deux grosses études. Pioneer 3 qui avait comparé ce device à l'Everolimus et au stent Xience, et puis surtout Pioneer 4 qui arrive avec une innovation, puisque chez des patients all comers, on fait uniquement 1 mois de DAPT et ensuite on laisse ces patients sous monothérapie antiagrégante plaquettaire avec du ticagrelor. Et effectivement, quand on poule un petit peu ces deux études qui ont toutes bénéficié, donc les patients ont tous bénéficié de la mise en place de ce stent, eh ben on s'aperçoit sur Pioneer 3, on a d'excellents résultats à 5 ans quand on compare par rapport au stent Xience. Mais ce qui est surtout beaucoup plus intéressant, qui a été présenté à l'ESC à Madrid cette année, en termes de saignement, on a très peu de saignement et c'est excessivement rassurant, mais surtout, on a très peu de MACE, et quand on compare une attitude avec une monothérapie et une attitude avec une bithérapie, eh bien on voit que la monothérapie fait quand même mieux en termes de NACE. Donc effectivement, un effet encourageant. Alors on n'atteint pas tout à fait le seuil du significatif, mais probablement parce qu'il nous manque encore des patients de Pioneer 4 qui ne sont pas encore rentrés dans cette analyse en sous-groupe. Et puis surtout, il y a encore beaucoup de choses à venir derrière le HT Suprême, avec ce concept d'électrogreffage. C'est la deuxième génération avec le CD31 qui va nous permettre probablement de limiter complètement la thrombo-inflammation et surtout peut-être de se poser la question de pouvoir ne pas revasculariser ces patients avec de l'aspirine au long cours. C'est-à-dire qu'on leur fera un shoot d'aspirine au démarrage et ensuite
plus d'aspirine, on les laissera juste sous une monothérapie d'antiagrégants plaquettaires avec un inhibiteur des P2Y12. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce stent qui d'autre part permet à une structure qui s'adapte parfaitement aux lésions complexes. L'ouverture de maille se fait très bien sans aucune difficulté et on a un safety qui est vraiment superbe. Je vous remercie. Merci beaucoup Jacques, la transition est toute trouvée. On va maintenant aller sur les données randomisées, données de registre. On a la chance d'avoir Gilles avec nous pour nous éclairer. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Très heureux d'être ici pour parler de technologie. Donc, vous l'avez compris, en fait, il se trouve que le CEA grenoblois et la société Alchimedica a développé la structure particulière au niveau technologique et qui finalement est maintenant distribuée par Synomed. Et donc, on a vu toutes ces petites particularités, l'électrogreffage. En fait, on a vu aussi au niveau finalement la monocouche qui reste après un largage très rapide. Les cellules endothéliales, en fait, sur banc d'essai, vont beaucoup plus vite que sur finalement des stents nus qui étaient normalement sans drogue. Donc c'est très intéressant, quelque chose qui a été constaté. Et donc moi je dois vous dire, est-ce que finalement tout ce que ces particularités technologiques ont une répercussion sur notre pratique? Eh bien, en fait, il y a un programme, un gros programme, on l'a vu, de développement. Et vous le savez, les technologies et nos avancées doivent être prouvées par des études cliniques. Ça a été le cas avec différentes études qu'on va voir, qu'on va rapidement passer, et on arrivera au registre Dior. Donc la première étude, c'est une étude assez simplexe. Elle utilise la technologie de l'OCT pour voir le taux de recouvrement par rapport aux sciences. Et finalement, je vous ai mis le 16 patients, vous voyez, c'était vraiment proof de concept. Et on voit qu'en fait, la rapidité de recouvrement, ce qu'on avait vu donc, sur les cellules endothéliales, est retrouvée sur des vrais humains avec des technologies OCT. Deuxième étape, on se compare aux meilleurs stents sur le marché, le Xience, avec une étude comparée, avec un endpoint normal, c'est-à-dire la mort cardiovasculaire, l'infarctus fatal et la revascularisation en urgence. Et on voit qu'il n'y a pas de différence avec une bi-intégration qui était classique à ce moment-là de l'étude. On fait à 5 ans, Jacques l'a montré, eh bien, on n'a pas de différence, on a une non-infériorité qui est poursuivie à 5 ans avec l'ATMART analyse. Donc on est secure par rapport à ce qui se fait de mieux et qui avec un stent que vous connaissez très très bien. Et puis on a Pioneer 4, qui est tout à fait intéressant, Pioneer 4, puisque là on arrive avec la théorie de dire, bien, on va faire une bi-agrégation courte avec 1 mois aspirine P2Y12 et on laisse le P2Y12. Vous savez que certains vont pousser on l'a dit tout à l'heure, que finalement il y avait cette stratégie qui était possible, certains y croient plus que d'autres et du coup c'est ce qui est dans cette étude. Endpoint donne une infériorité pour toujours le même et quelque chose d'analyse sur une première analyse avec le score Heart Bleeding Risk qui prédit en fonction des caractéristiques des patients le risque de thrombose et le risque hémorragique. On voit dans cette analyse sur les gens qui étaient déjà inclus que finalement on n'arrive pas à prédire le taux de thrombose. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus bas, il n'est pas du tout en rapport avec le score de thrombose. C'est-à-dire qu'il y a un effet, il y a quelque chose qui les sort de l'événement habituel, donc très intéressant signal. Et les hémorragies, on arrive à les prédire. Par contre, il y en a moins que d'habitude. Et donc ça, c'est tout à fait intéressant. Bien sûr, je vous ai mis alors l'étude Pioneer 4. Pourquoi il y a eu une étude intermédiaire qui a été présentée par M. Sirius à l'ESC? C'est parce que c'était l'alerte de Favor European Japan, pardon. Et finalement, ils ont arrêté l'étude. On s'est arrêté pour voir s'il n'y avait pas de danger sur la QFR. Il n'y en avait pas. On continue et on aura les résultats finaux. Et donc, on nous a demandé de travailler sur finalement les hauts risques hémorragiques. C'est ce qu'on a fait. On a designé une étude en monobras sur un registre qui va s'attacher à identifier les patients à haut risque. Et donc, on a commencé lundi, nous, dans notre centre. On a collé des pancartes partout. Vous savez, vous avez l'application Heart Bleeding Risk. Finalement, l'application, quand vous êtes en salle, ça ne marche pas du tout, je peux vous le dire. Mettez des pancartes partout avec quels sont les risques mineurs. Il faut 2 risques mineurs. Vous êtes à haut risque hémorragique, donc le patient de 75 ans, un début de façon de moins de 60 millilitres minute, il est à haut risque. Donc vous les trouvez assez rapidement, et c'est des patients qui font des événements dans les études. On les suit 1 an. On a pris le critère composite des master DAPT pour être sur ce qui se fait de mieux en études randomisées pour avoir un taux d'événement qui combine les événements ischémiques et les événements hémorragiques. Et donc, on va inclure 1200 patients et on a calculé la non-infériorité
La non-infériorité et surtout la supériorité. Alors, ce n'est pas une étude à bras comparable, mais on aura quand même les taux de thrombose, etc., sur les éléments actuels des stents. Et on verra probablement, on espère, un taux très anormalement bas de thrombose sur les complications hémorragiques par rapport à des patients en risque hémorragique. Ça, c'est le pari. On va faire l'étude et on vous dira. Et on remercie tous les centres qui ont répondu positivement à la participation. Merci à tous. Merci beaucoup pour cette très belle présentation et je vais laisser peut-être le loisir à Jacques de conclure cette session aux 3 volets, celle de l'hémodynamique pour les angioplasties les plus complexes, celle de la pharmacologie pour essayer de réduire le risque hémorragique et le risque ischémique des patients qui vont faire l'objet d'une intervention et enfin comment par les stratégies, les molécules et les stents, on peut encore améliorer le risque hémorragique chez les patients exposés. Jacques ? Moi, il me reste à remercier tout le monde. Hein. Ça a été un petit peu un parcours presque du combattant pour lutter contre la montre. Claire, je suis désolé, elle est dans la régie. On a juste pris 9 minutes 44 de retard, mais on est parti avec 5 minutes de retard. Donc je pense qu'on a réussi. On espère rester en haut du podium. Merci à toutes et à tous. Le congrès n'est pas encore terminé. Il y a un buzz à 14h. Il y a un autre studio qui va s'enchaîner bientôt. Et puis, il y a surtout un dernier live de Marseille qui sera sur un live coronaire chez un patient à haut risque hémorragique. Donc, on va en reparler. Merci à toutes et à tous.